Je m'appelle François Zaninotto, je dirige un atelier d'innovation digitale qui s'appelle Marmelab, où on fait du Symfony, bien sûr, mais aussi du Node.js, de l'agilité, du Lean Startup et plein d'autres choses rigolotes. En plus de ça, je suis probablement l'une des 2 seules personnes à pouvoir prétendre avoir un badge 8 ans de Symfony. Mais... Bon. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite parce qu'en fait, c'est que Symfony m'est littéralement tombé dessus. Un beau jour d'avril 2005, Fabien Potentier, parce que je travaillais chez Sensio à l'époque, Fabien Potentier vient me voir et me dit « J'ai fait un framework, on va l'open sourcer ». Et je m'aperçois du coup que je viens de répondre à la question posée par ma conférence. Pourquoi Symfony est-il encore open source? Parce que Fabien Potentier en a décidé ainsi. Donc on pourrait s'arrêter là. Ça serait dommage parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler devant une assemblée aussi brillante. Donc, tant que je vous tiens, permettez-moi de changer de sujet pour conserver le micro. Pour étendre un peu le sujet, on pourrait le reformuler en disant l'open source, pourquoi faire? Ou plutôt, pourquoi faire l'open source? Faire, c'est un verbe un peu ambigu. Alors, je vous propose de couper le sujet en 2. Pourquoi utiliser l'open source? Pourquoi produire de l'open source? On va essayer déjà de parler de la première chose. La première question, on va en parler rapidement. D'abord, je voudrais vérifier que vous êtes réveillés. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent de l'open source? Ah. Je vois, merci, je vois que non seulement vous êtes réveillés, mais qu'en plus c'est un sujet qui vous concerne. Pourquoi utiliser l'open source? Je m'empresse de vous donner la réponse, parce que nous sommes de vieux rachauds. Et oui, nous préférons utiliser quelque chose gratuitement plutôt que de payer pour. Ça nous amène par exemple à utiliser BitTorrent plutôt que des services de téléchargement légal. Vous vous doutez bien que derrière, ça fait moins d'argent pour la production audiovisuelle, pour la création, et qu'à terme, ça risque d'appauvrir la création en général. Mais on s'invente des excuses, on dit « ouais, ça fait des décennies que l'industrie du cinéma, du jeu vidéo, du disque se fait de l'argent sur mon dos. C'est donc un juste retour des choses. À mon sens, c'est une mauvaise excuse et c'est juste la légitimation d'une lâcheté quelque part. C'est difficile d'ériger ça en vertu. Donc nous utilisons l'open source, non par conviction, mais par faiblesse. Il y a des cas où l'open source est plus facile à utiliser qu'un logiciel propriétaire. Toute considération de prix mise à part. Quoique facile n'est pas forcément le même sens pour tout le monde. Parce que si lire une doc mal écrite, en anglais, qui vous force à installer papa-maman pour tester un Hello World, et qui vous laisse dans la panade dès que vous tentez de faire quelque chose un tant soit peu compliqué, si ça vous paraît facile, ça veut dire qu'il n'y a rien de vraiment difficile pour vous. Mais bon, je garderai quand même l'argument de la facilité, pourquoi pas. Je conviens également qu'on peut parfois venir à l'open source par idéologie. Certains ne veulent pas utiliser le logiciel propriétaire parce qu'ils associent ça à un grand mal. Oracle, Microsoft, Dassault Systèmes gagnent de l'argent avec du logiciel propriétaire. C'est extrêmement vulgaire de gagner de l'argent. Bon, je grossis le trait, bien sûr. Et surtout, ils nous enferment dans leur système propriétaire, ce qui est une inquiétude assez récente, convenez-en. Ça ne vous inquiète pas d'être meublé avec une étagère Billy, pas open source, mais ça vous fait très mal de ranger vos CD virtuels dans Windows Media Player. Alors, je considère pour ma part que le boycott de logiciels propriétaires par conviction, c'est une erreur, parce que si personne ne peut gagner de l'argent avec le logiciel, personne dans cette salle ne pourra gagner sa vie. On peut aussi voir un danger dans l'omniprésence de l'informatique de nos jours. Si le logiciel est partout autour de nous, il décode nos communications, il transmet le signal à notre pédale de frein, il comptabilise notre bulletin de vote. Donc si le logiciel nous contrôle, il devient urgent de contrôler le logiciel. Là encore, je me mets en retrait de cette paranoïa, au risque de me faire des ennemis d'ailleurs, parce que je crois que le totalitarisme, s'il advient dans nos sociétés, ne viendra pas du logiciel, mais de notre indifférence à la douleur des autres. Bref, nous utilisons donc l'open source parce que nous sommes soit des flemmards désargentés, soit des idéalistes à courte vue, c'est-à-dire des naïfs, soit des paranoïaques. Bon, c'est pas très glorieux.
Mais ça me permet de me concentrer sur une partie de la question plus intéressante. On peut donc se concentrer sur la partie pourquoi produire de l'open source. Et du coup, je vais reposer une question. Combien d'entre vous contribuent à des projets open source d'une manière ou d'une autre? Ça en fait pas mal. Alors, c'est la contribution au sens large, ça va de contribuer à un patch, de la documentation, même guider un utilisateur sur une mailing list. Et quand on connaît ceux qui sont des contributeurs conséquents et passionnés, quand on sait tout le temps qu'ils y consacrent, la question se pose effectivement. Sacrifier ses loisirs, écrire du code dès qu'on a du temps libre, répondre continuellement à des questions d'utilisateurs sur des mailing lists, pour moi, c'est un sacré investissement. Et en plus, en open sourçant une librairie, en donnant son travail, on prend le risque qu'il soit utilisé par d'autres et même qu'il soit utilisé contre notre propre intérêt. Prenez Symfony, qui est un très bon exemple. Vous profitez tous de l'immense investissement de Fabien Potentier et de Sensiolabs dans vos travaux de tous les jours. Et vous vendez souvent vous-même, en interne ou en externe, votre expertise Symfony. Or, c'est une des activités de Sensiolabs, un de ses moteurs économiques, que de vendre l'expertise Symfony. Autrement dit, cette salle est remplie de concurrents de Sensiolabs. Et pourtant, cette société continue d'investir dans Symfony. Elle organise chaque année un Symfony Live qui perd de l'argent. Elle vous invite, vous, ses concurrents, à partager son expérience. Cette attitude incompréhensible doit pourtant bien avoir une justification, à moins que Fabien Potentier ne soit complètement marteau, ce qui est une hypothèse que je ne souhaite pas écarter totalement pour l'instant. Pourquoi produire de l'open source alors que ça nous coûte? Quelle motivation se cache derrière cet acte en apparence paradoxal? C'est la question à laquelle je me propose de répondre pendant la prochaine demi-heure. Et nous verrons que pour résoudre cette apparente contradiction, il me faudra faire appel à la sociologie, à l'anthropologie, à la philosophie et à l'économie. C'est que derrière une interrogation en apparence bénigne se cache peut-être une mutation profonde de notre société. Mais n'allons pas trop vite. Pourquoi produire de l'open source, disais-je, est une question vaste et difficile, et je vous propose de la réduire petit à petit à quelque chose de plus facile à résoudre. D'abord en enlevant à nouveau des cas particuliers. Je pense aux projets sans intérêt, qui représentent, soyons francs, l'immense majorité de la production open source de nos jours. Je classe ces projets en deux catégories. Il y a d'abord les projets Emmaüs, une librairie qu'on a utilisée pendant un certain temps, qu'on a usée jusqu'à la corde et qui a plus de grande valeur pour nous, comme cette vieille veste 1000 fois rapiécée, vous savez, avec les ovales de cuir sur les coudes et une persistante odeur d'antimite. Donc on la donne, cette vieille veste, parce qu'on ne veut pas l'acheter, parce qu'on y est trop attaché. On se dit qu'elle peut profiter à quelqu'un. Mais la vérité, c'est qu'on la donne pour ne pas la savoir entièrement disparue. On la donne par l'acheter, enfin. Parce qu'une fois qu'on l'aura déposée chez Emmaüs, on se fiche comme de sa dernière chaussette de l'usage qui en sera fait. Sur GitHub, qui est une autre forme d'Emmaüs, ça donne des librairies à un commit, à une étoile et à 0 utilisateur. La seconde catégorie de projets non intéressants, c'est ce que j'appellerais les projets d'orgueil. Prenez Sacha, 25 ans, développeur de son état. Il est tellement fier de son implémentation du triabule en PHP qu'il veut que d'autres partagent sa fierté. C'est un peu comme un peintre du dimanche qui, après avoir exposé au grand marché d'art contemporain à Bastille, sans rien avoir pu vendre d'ailleurs, offre ses toiles à un musée pour la postérité. Comme ce peintre, Sacha le développeur publie son implémentation du triabule en PHP en espérant laisser une trace dans l'histoire. Il le fait avec une intention d'artiste, à sens unique, qui n'accepte pas la critique. Son ego probablement fragile considère chaque demande de modification quasiment comme une insulte. Après tout, cette librairie, c'est un produit fini. Que dis-je, un produit, une œuvre? Sa librairie ne saurait tolérer la moindre retouche, maintenant que la signature est apposée dans le README. Et sur GitHub, qui est une autre forme de grand marché de l'art contemporain, ça donne des librairies à un commit, à 150 issues jamais fermées, et donc forcément pas utilisables. Si on écarte les librairies sans intérêt, ça correspond à la partie immergée de l'iceberg, il nous reste la partie émergée
celle qui nous intéresse. On peut donc reformuler la question en pourquoi produire de l'open source pour que d'autres l'utilisent. Et pourquoi donc produire du code de valeur, l'offrir à d'autres pour qu'ils puissent la réutiliser, la faire fructifier? Pourquoi contribuer à un patrimoine commun? Ça ressemble à première vue à un don. Vous savez, cette pièce que vous donnez à un violoniste approximatif et roumain la plupart du temps dans une rame de métro bondée. Vous ne lui donnez pas la pièce pour qu'il arrête de jouer, c'est trop tard. Quand il vient vous voir, il a déjà fini. Vous lui donnez parce qu'il vous le demande, parce que vous considérez que c'est votre devoir de répondre à cette demande sans contrepartie. Ce type de don procède de la pure générosité qui, selon Descartes, nous amène à rien d'autre que de l'estime de soi. Autant vous le dire tout de suite, je pense qu'il n'existe pas de tel don dans le monde du logiciel open source intéressant. En effet, celui qui donne du code sans être intéressé à son usage par d'autres n'est pas très différent de celui qui donnait son code à Emmaüs. L'issue est souvent la même. Du code mort, non entretenu, parce que si vous donnez sans vous soucier de ce qu'on fera de votre don, autrement dit, si vous donnez sans vous soucier de ce qu'on fera de votre don, vous ignorez également tout retour d'utilisation de ce don. Donc, tout à l'heure, quand on a écarté les projets sans intérêt, on a également écarté les projets désintéressés, jetant ainsi le bébé de la générosité avec l'eau du bain. C'est pas très grave, parce que ces projets-là, encore une fois, personne ne les utilise. Nous avons donc écarté sans état d'âme la plupart des logiciels open source qui sont produits par des individus qui ne se soucient pas de leur utilisation. C'est qu'en fait, l'open source, c'est un système d'échange. On ne peut pas l'envisager uniquement sous le point de vue de l'individu. Pour partager un logiciel open source, il faut au moins être deux. C'est que le don de l'open source n'est pas sans contrepartie. On n'est pas en fait au pays des bisounours. Pour vous dire la vérité, je suis convaincu que derrière une apparente générosité se cache souvent une attitude beaucoup plus intéressée. Ça n'exclut pas le don, notez-le bien. D'ailleurs, selon Marcel Mauss, qui était sociologue, tous les dons sont intéressés. Autrement dit, même sans le savoir, on attend toujours quelque chose en retour d'un don. C'est que la personne à qui on donne, elle n'est pas passive. On utilise d'ailleurs un verbe d'action pour décrire son attitude. Recevoir. Et la réception du don implique une forme de réciprocité, ce que Mauss appelle le contre-don et qu'il a théorisé dans les années 20, dans un livre qui s'appelle Le Don d'ailleurs. Cette réciprocité, elle n'est pas forcément matérielle. D'ailleurs, la plupart du temps, le contre-don, le produit du don, c'est un nouveau lien social. Mauss, qui était aussi anthropologue, il a beaucoup observé les sociétés dites primitives. Et il a décrit quantité de scènes, de dons qui suivent des codes sociaux souvent très stricts. Je vous donne un exemple. Maurice, bon j'ai changé les noms mais vous allez reconnaître la situation, Maurice donc rend visite à Gérard dans sa hutte. Maurice apporte avec lui une tête de bouc qu'il trouve très décorative. Il l'offre à Gérard, qui l'accroche sur le mur, entre les chiures de chauve-souris et une scène de chasse, peinte au pochoir. Le don de Maurice, sans qu'il se l'avoue forcément, est intéressé. Créer du lien entre lui et Gérard. Car cette tête de bouc, c'est quelque part une partie de lui-même. C'est en l'accrochant au mur, Gérard se souviendra de Maurice. Maurice profite d'ailleurs de sa visite pour parler d'une fuite de boue dans sa caverne. Gérard se sent obligé de lui proposer de l'aider à la réparer. Et ils finissent l'après-midi, bras dessus, bras dessous, en bricolant dans la caverne. Dans cette histoire, le don sert quasiment de contrat qui lie deux êtres l'un à l'autre. Cette contrepartie, ce contre-don, c'est à mon sens une des motivations de l'open source. Créer du lien avec une communauté de développeurs. Ça passe notamment par des échanges entre individus. Je te corrige un bug, tu m'écris un peu de doc. On s'est ainsi créé une dette réciproque. On le voit aussi en creux, souvenez-vous. Vous avez trouvé un jour une librairie qui faisait presque tout ce que vous voulez. Mais plutôt que de l'utiliser, vous avez choisi de la redévelopper pour être maître des choix techniques. Quelque part, c'est aussi une autre manière d'éviter d'être redevable à l'auteur
de la librairie initiale. Le contre-don, il passe aussi par des échanges entre groupes. Et dans le cas de l'open source, ces échanges, ils sont assez souvent compétitifs. Encore un exemple. Le grand Manitou de Symfony rencontre le grand Mamamouchi de Drupal. Chacun est accompagné de sa tribu. Ça se passe probablement dans une grande table ronde lors d'une conférence. Pour créer du lien, le grand Manitou de Symfony se croit obligé de dire que l'interface d'administration de Drupal est canon. Et il accompagne ce compliment d'un badge « Sensiolabs, you are expert ». Le compliment, c'est aussi une autre forme de don qui d'ailleurs honore celui qui la donne au moins autant que celui qui le reçoit. En retour, le grand Mamamouchi de Drupal se croit obligé de dire que le composant de sécurité de Symfony est extrêmement bien fichu, ce qui est au mieux un pieux mensonge. Mais revenons-en au lien social que crée le don. Nos communautés open source nous permettent, très simplement, de nous connaître. Dans un monde de plus en plus déshumanisé, c'est un moyen comme un autre de trouver des gens avec qui on a des points communs. C'est un peu comme les clubs Tupperware de nos mamans, quand on y pense. Une fois le lien créé, une fois la dette contractée, on pourra toujours l'actionner en temps voulu. C'est tellement vrai que sur GitHub, qui est à la base un outil de travail, on a l'impression d'être sur un réseau social de développeurs. J'insiste sur le mot social. Sur GitHub, on discute, on se rencontre, on rigole. Bref, on se fait des relations. C'est donc pas très différent de Facebook quand on y pense. Ou même de Mythic d'ailleurs, mais je m'égare. Le don, dans l'open source, est donc très rarement désintéressé. Mais on n'y gagne pas que des amis. On y gagne aussi à se décharger de son propre travail, parce qu'on bénéficie de l'apport de la communauté. En open sourçant une librairie, je m'attends à ce que des inconnus me remontent des rapports de bugs. Il peut arriver que des inconnus me soumettent des patchs pour corriger ces bugs, testent des cas limites. Bref, je m'attends à pouvoir consolider ma librairie à moindre coût. Ça veut dire que le don de code, loin d'être fondé sur une vertu, qui est la générosité désintéressée, est souvent fondé sur un vice, qui est l'égoïsme. Je ne donne pas pour l'intérêt des autres, je donne pour mon propre intérêt. Cette forme de don intéressé porte un nom bien précis. C'est la solidarité. Ainsi, je choisis de prendre une assurance auto, non pas pour que ma prime permette de réparer les voitures des autres, mais pour que les primes des autres adhérents payent les réparations de ma voiture lorsque j'aurai un accident. L'assurance, comme le syndicalisme et l'open source, sont des chaînes de solidarité qui mettent en commun des égoïsmes pour le bien du groupe. Notez que la solidarité basée sur l'égoïsme est plus efficace que la générosité, tout simplement parce que l'égoïsme est beaucoup plus répandu que l'altruisme. Donc, je contribue à l'open source parce que j'en profite aussi. Au passage, on s'aperçoit que ce qui motive la production de l'open source rejoint ce qui en motivait l'utilisation, souvenez-vous, du début de mon exposé. Égoïsme, flemmardise, naïveté. Le système de l'open source, ceci dit, a le don de s'appuyer sur ses travers individuels pour créer une vertu collective. Avouez que c'est déjà un petit miracle. Mon discours vous fait peut-être penser que l'open source devient condamnable parce que basé sur la solidarité qui est moralement inférieure à la générosité. Je souhaite corriger ce malentendu. À mon sens, la morale n'a rien à voir là-dedans. Les philosophes nous enseignent que la morale, c'est ce qui nous pousse à faire des choses qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on aimerait que tout le monde fasse. Or, on n'a pas besoin de morale pour s'aider l'un l'autre en passant par la solidarité. Autrement dit, l'open source, c'est créer du bien commun sans que la morale soit impliquée une seule seconde. Ça ne vous interdit pas d'en avoir, et même à mon sens, c'est mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Et je vous propose une dernière justification du fait que l'open source ne soit pas un don de pure générosité. C'est qu'on ne peut donner que ce qu'on possède. Or, dans la plupart des cas, les développeurs n'ont pas la propriété du code qu'ils écrivent. Cette propriété, ils l'ont cédée par contrat à leur employeur ou à leur client. C'est donc pas le développeur qui choisit d'open sourcer une librairie, mais le directeur technique ou le directeur informatique.
C'est lui qui possède le logiciel et qui peut choisir d'en abandonner les droits de propriété à une communauté open source. Et d'ailleurs, quand je parle du directeur technique ou du directeur informatique, je parle d'une personne morale plus que d'une personne physique. Il ou elle représente sa société et les intérêts de sa société. Et une société n'a qu'une seule forme d'intérêt, c'est de faire du profit. Elle n'a aucun intérêt à être généreuse et à donner sans retour. Ça vous choque peut-être, mais ce n'est pas grave, parce que ce système qu'on appelle le capitalisme fait tourner le monde tel qu'on le connaît et produit au passage une quantité de richesse assez faramineuse. Le capitalisme, quoi qu'on y pense, élève au global le niveau de vie des habitants de la planète, même si c'est au prix d'un accroissement des inégalités. Ça explique pourquoi il y a tant d'entreprises sponsors de logiciels open source. Sensio Labs pour Symfony, bien sûr, mais vous connaissez sans doute aussi d'autres cas, 37 Signals pour Ruby on Rails, Acquia pour Drupal, Canonical pour Ubuntu, et même eBay pour Magento. L'open source pour ces sociétés, c'est un investissement tout à fait intéressé. Donc encore une fois, rendre libre une base de code qui est la propriété d'une entreprise, c'est un acte intéressé qui attend quelque chose en retour. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de bien non plus. En fait, le bien et le mal, qui sont des valeurs morales, sont d'un ordre étranger à l'entreprise. Restons donc, si vous le voulez bien, dans une logique d'échange, mais sortons de la logique du don, qui est un échange toujours gratuit, même si pas toujours désintéressé, pour envisager la production de l'open source sous l'éclairage des échanges marchands. Car une partie de la réponse à la question « Pourquoi produire l'open source ?» est à trouver dans le monde de l'entreprise. Si nous avons fait un détour par la philosophie, nous voici à présent en plein dans la logique économique. Car la production de l'open source pose en alternative un autre mode d'échange, le mode d'échange dominant dans notre société capitaliste, c'est le commerce. Exemple typique de relation commerciale, j'aime cette table que tu as produite, je te donne de l'argent en échange. Je perds de l'argent, mais je gagne une table. Tu perds une table, mais tu gagnes de l'argent. On est tous les deux gagnants dans cette histoire. C'est pourquoi le commerce est un mode d'échange si populaire, chacun y trouve son compte. Et l'open source? Quelle alternative propose l'open source à ce mode d'échange bien rodé? Ça ne peut pas juste se réduire à supprimer l'argent, ça n'aurait pas de sens. J'aime cette table open source que tu as construite. Je la prends d'ailleurs et je ne te donne rien en échange. J'ai rien perdu, mais j'ai tout gagné. Tu n'as rien gagné, mais tu as tout perdu. Ça ne marche pas. Il doit donc y avoir quelque chose d'autre que la simple gratuité. Ça veut dire qu'on parle souvent de free as in beer pour l'open source. Il n'y a pas que ça. Ça ne peut pas être réductible à cette formule. Et en fait, l'open source ne rentre pas bien dans les canons du capitalisme. La définition de Marx, alors je parle de Karl, hein, pas de Groucho, le capitalisme repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la possession de l'appareil de production, la propriété privée. Le second, la libre concurrence. Et le dernier, c'est le salariat. Or, dans un monde open source, personne ne possède le logiciel, puisque tout le monde peut se l'approprier. N'importe qui peut le revendre ou le forquer. Donc le premier pilier n'a pas lieu d'être. La libre concurrence, bon, elle existe de fait dans l'open source, puisque la mise à disposition des sources met tout le monde au même niveau. Mais le problème dans le logiciel libre, ce n'est pas d'avoir accès au bon produit sans entrave commerciale. Le problème, c'est de trouver le bon produit dans un océan de mauvais produits. Il n'y a qu'à essayer de chercher une bibliothèque de templating en JavaScript pour se rendre compte que la libre concurrence dans ce domaine ne garantit pas la réussite du meilleur. Enfin, le salariat, ou l'assujettissement d'un travailleur par celui qui possède l'appareil de production, c'est un mode de travail de moins en moins répandu dans l'informatique. En période de quasi plein emploi, en effet, les informaticiens sont toujours plus nombreux à s'établir comme indépendants, qui est un statut plus rémunérateur. Je ne sais pas combien il y a d'indépendants parmi vous. Ah, il y en a quand même un certain nombre. Je n'ai pas retrouvé la source de cette statistique, mais la moyenne du taux d'indépendants dans l'ensemble des métiers en France est autour de 12%. Dans l'informatique, il est plus près des 30%. Donc l'open source, à mon sens, n'est pas un mode d'échange capitaliste. Et pourtant, il est utilisé abondamment par les entreprises qui sont la colonne vertébrale du système capitaliste.
Alors comment comprendre cette opposition? Les entreprises recherchent du profit et c'est leur raison d'être. Et le fait est qu'elles trouvent du profit ou de la valeur dans l'open source. L'open source crée donc de la valeur ajoutée. Et vous êtes tous ici témoins de cette création de valeur. Vos sociétés gagnent de l'argent grâce à l'open source. L'open source crée par exemple de nouvelles opportunités de services. Si je choisis d'utiliser Symfony, je vais devoir trouver des développeurs qui connaissent le framework et qui vont pouvoir m'assister. Je vais donc payer une société de services ou un indépendant pour m'assister dans cette tâche. L'open source a aussi considérablement amélioré notre productivité. Au lieu de réinventer la roue en permanence, on assemble des composants libres, souvent de plus en plus interopérables. L'open source a également considérablement réduit les coûts de production et de possession informatique. Ça veut dire que l'open source ouvre la porte à de nouveaux acteurs qui n'ont pas besoin d'un gros investissement pour toucher une clientèle mondiale. Et en accélérant le développement, l'emploi de bibliothèques open source permet d'éditer plus vite des nouveaux produits. Facebook, Twitter, Google sont les exemples les plus souvent cités de sociétés ayant créé une valeur gigantesque en un temps record en s'appuyant sur des composants open source. Notez d'ailleurs que ces sociétés aujourd'hui sont également contributrices de l'écosystème open source parce qu'elles ont compris que là était leur intérêt. L'échange gratuit de code a donc sa place dans un système capitaliste parce qu'il crée de la valeur ajoutée. Il arrive aussi qu'il en détruise. Depuis Git, Microsoft a plus de mal à vendre du Team Foundation Server. Depuis Magento, IBM a du mal à vendre du WebSphere Commerce. Depuis GIMP, non, Adobe n'a pas plus de mal à vendre Photoshop. Revenons à la destruction de valeur. La destruction de valeur ne concerne pas que les vendeurs de logiciels. L'open source a donné naissance aux géants du web qui ont balayé des secteurs entiers de l'économie. Je pense à Amazon qui a quasiment détruit le secteur de la distribution du livre. Je pense à Google Maps et au GPS qui ont détruit le secteur de la carte papier. Et il y en a d'autres. C'est que l'open source est un outil puissant et comme le disait un grand économiste, aujourd'hui disparu, With great power comes great responsibility. Et un autre économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter a d'ailleurs théorisé ça dans les années 40. Ça s'appelle la destruction créatrice. L'innovation porte la croissance économique sur le long terme, même si ça implique dans l'immédiat des dégâts importants sur l'activité des entreprises, donc sur les emplois et donc sur notre société. L'open source a donc pleinement sa place dans le système capitaliste puisqu'elle peut créer et détruire de la valeur ajoutée ou autrement dit du profit. L'open source fait se rencontrer l'économie du don et l'économie de marché alors que tout les oppose. C'est aussi parce que l'économie de marché, si on la laisse libre et sans limitation, amène des dérives. Une de ces dérives, c'est la financiarisation, où il n'y a plus de marchandises, où on échange juste des produits financiers. En quelque sorte, l'open source prend le contre-pied de cette tendance. Un échange de marchandises, certes dématérialisé, mais sans enjeu financier. Ainsi, l'open source ramène le capitalisme à un équilibre salutaire. Voir l'open source comme un contrepoids des dérives du capitalisme, ça revient à admettre que nous avons besoin de limiter le domaine de l'économie de marché par un autre domaine qui prendrait davantage en compte les intérêts collectifs. Ce domaine, c'est celui du politique. Et je pense que l'open source, au-delà de son action sur les entreprises, a en effet un effet sur notre société. C'est donc un instrument politique. Imaginez un instant qu'on laisse les entreprises décider du futur de l'open source. Elles risqueraient de réduire l'open source à cette dimension de création de valeur. Elles risqueraient d'en faire un instrument de croissance, certes redoutablement efficace, mais plus très humain. Elles mettraient sans doute de côté tout l'aspect création de lien social, à moins que ça profite à la gestion des ressources humaines, mais elle-même sert non pas à notre bien-être, mais à la création de profit. Je pense par exemple à Oracle, dont l'acquisition de produits phares de l'écosystème open source, MySQL, Java, OpenOffice, a quand même laissé un goût amer. Plus généralement, la politique est nécessaire pour limiter les dérives des marchands
des scientifiques, des techniciens. On a déjà tenté de libérer le commerce du contrôle de la politique. Ça s'appelle l'ultralibéralisme. Laissez faire les marchés, ils se réguleront tout seuls, disait Milton Friedman, quand même prix Nobel d'économie en 1976. Ce bon vieux Milton n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour voir la chute de Lehman Brothers et une crise quasiment sans précédent dont l'Occident peine à se relever. Comme les économistes d'ailleurs, les scientifiques repoussent sans cesse les limites du possible. Ça rend d'autant plus indispensable de fixer les limites de l'acceptable. Et ça, c'est le rôle de la politique. Quels sont les instruments de contrôle dont la société dispose pour éviter les dérives de la sphère commerciale? Il n'y en a pas beaucoup. Le plus efficace, c'est la loi. Et la loi, c'est vous et moi, le peuple souverain, qui la décidons. Alors vous me direz que la loi, outil national, n'est pas des plus efficaces pour contrôler les grandes sociétés d'aujourd'hui qui sont multinationales. Et vous aurez raison. Et vous me direz également que votre petite voix n'a pas le pouvoir de changer la loi. Et là, vous aurez tort. Car si votre voix ne compte pas, si votre voix ne permet pas d'adapter la loi, alors ça veut dire que nous vivons dans une dictature. Et pas une dictature causée par le putsch d'un illuminé, mais une dictature causée par l'abandon du pouvoir. Et ça, à mon sens, c'est 1000 fois pire. Il y a un autre moyen un peu moins efficace pour faire pression sur les entreprises. Ça s'appelle le lobbying. Vous voyez comme des groupes de pression arrivent à faire plier Facebook pour qu'il décide quand il a décidé de rendre publiques des données qui étaient jusqu'ici privées. Mais la seule chose qui oblige vraiment les entreprises à reculer, dans ce cas, c'est la force du nombre. Et si le nombre existe pour faire du lobbying, je ne vois pas pourquoi il n'existerait pas aussi pour élire des députés qui lui ressemblent. On en revient donc au peuple souverain, vous et moi, qui pouvons, qui devons décider ensemble de l'avenir de l'open source. L'action politique, d'ailleurs, ne se réduit pas à voter et à espérer que nos gouvernants fassent le bon choix. Nous pouvons tous, individuellement, œuvrer pour le collectif. Et c'est là la plus grande force de l'open source. Elle a un pouvoir collectif totalement démesuré par rapport à l'effort qu'elle implique. Comparez une seconde l'effet de la publication d'un framework open source comme Symfony avec celui d'un livre de thèse politique. Dans le cas du livre politique, vous attirez l'attention de vos compatriotes sur des problèmes. Vous avancez des revendications pour que d'autres, les législateurs, puissent peut-être résoudre ce problème. Dans le cas de la publication d'un framework, vous produisez directement des solutions immédiatement applicables au plus grand nombre sur des problèmes concrets. Contribuer à une librairie open source, ça peut permettre à des collectivités, au même titre que des entreprises, de dépenser moins pour produire davantage de services, du service médical, du service social, militaire, judiciaire, éducatif. L'open source, née dans le code, elle essaime d'ailleurs dans de nombreux autres domaines. On voit des encyclopédies open source, Wikipédia, des modèles 3D open source, vous connaissez Sketchfab, équivalent du YouTube pour les modèles 3D, des recettes de cuisine open source, est-ce que vous avez déjà bu de l'open cola? Et demain quoi? Une fusée interstellaire open source? Un gouvernement open source? La démocratisation du savoir, la mise à disposition de tous de la connaissance de chacun, gratuitement, ce mouvement est lancé. Et il ne s'arrêtera pas de sitôt. La production open source est en train de transformer notre société. L'action politique, c'est le contraire de la passivité, c'est la réaction à l'apathie. C'est ouvrir un pont entre le domaine privé et le domaine public. Se laisser l'opportunité de devenir un parmi les autres. Être entre, ça se dit en latin inter esse. Et c'est la racine du mot intérêt. Ça, c'est ce que rappelle d'ailleurs Hannah Arendt dans un livre qui s'appelle La condition humaine. L'intérêt, ça nous relie les uns aux autres, en un seul peuple. Ça nous fait avancer ensemble. L'open source, c'est notre intérêt. Tout reste à inventer d'ailleurs dans l'action politique via l'open source. C'est aussi ça qui est excitant. On peut à nouveau
changer le monde, non pas en manifestant dans les rues, mais en produisant des outils, en partageant des recettes techniques, en assemblant les inventions d'autres créateurs pour en faire des nouvelles. Les possibilités sont immenses. On pourrait dire qu'une nouvelle ère s'offre à nous grâce à l'open source. Richard Stallman, qui a lancé le mouvement de l'open source dans les années 80, était sans doute loin de se douter que ses modestes intentions allaient déboucher sur une révolution. Révolution, le mot est lâché, juste à temps pour ma conclusion. Encore une fois, on ne parle pas de révolution d'ordre moral. Produire de l'open source ne fera pas avancer la bonté, ni la vérité d'ailleurs. L'open source, il faut voir ça comme un échange, d'abord entre individus, pour créer du lien, ensuite entre sociétés, pour créer de la valeur, sans passer par des échanges marchands. N'ayez pas peur que ce soit votre égoïsme et votre intérêt personnel qui dictent votre envie d'en faire partie. En fait, le résultat est là. La mise en commun de nos égoïsmes, sur des bases intelligentes, prépare une ère nouvelle. Et surtout, et c'est le plus important, produire de l'open source nous permet de reprendre la main, d'avoir un effet notable sur l'évolution de notre société, d'avoir une action politique, enfin, dans une époque où le repli de l'individu provoque des dégâts considérables dans le tissu social. La puissance de l'open source est redoutable. Votre contribution open source peut profiter à des milliers de développeurs qui eux-mêmes produiront des centaines de nouveaux outils qui vont s'appuyer sur votre travail. Et quand tout le monde aura accès à l'ensemble de la connaissance humaine, à l'ensemble des outils et techniques nés de cette connaissance, vivrons-nous dans la même société? Je pense que non. Je pense que ce sera une société très différente. Mais c'est sur vous, vous tous, que repose la responsabilité d'en faire une société meilleure, plus équilibrée, plus belle et plus forte. Continuez de faire de l'open source, et vos enfants vous en remercieront. Et je vous remercie. Normalement, vous n'avez pas de questions. Khalid. Vous m'entendez? Est-ce que tu penses pas aussi, je sais pas si c'est une question vraiment que je pose, mais que ces échanges dans l'open source sont possibles uniquement parce qu'on est sur un mode dématérialisé où la copie d'un produit, de ce qu'on produit, est gratuite, est quasiment gratuite, comparé à la production d'une table, comme tu l'as cité, où on doit avoir des outils de production et de la matière première et des ressources qui sont en quantité limitée. Tu penses pas que ça joue? Ça joue, mais à mon sens, pas tant que ça, parce que tu poses la question de ce que ça nous coûte. Or, l'open source ne nous coûte pas forcément des matières premières, mais ça nous coûte du temps. Et aujourd'hui, dans nos sociétés tertiarisées, ce qu'on vend, la plupart du temps, c'est pas de la matière, c'est pas des outils, c'est du temps. La plupart des gens travaillent au temps passé. Donc, l'open source nous coûte. Et quand on produit, quand on passe du temps à créer une bibliothèque open source, on investit énormément. C'est beaucoup de travail, et ça a de la valeur. Et d'ailleurs, quand tu vends une table, le prix de la table, c'est 5% la matière première et 95% la main-d'œuvre qu'il y a derrière. Enfin, si on enlève les taxes et le transport et tout ça, mais voilà. Donc, je pense que ça aide qu'on soit capable aujourd'hui de copier à l'infini et de répliquer son travail, mais ce n'est pas le facteur fondamental.